Très bien. Eh ben, écoutez, le but, c'est qu'à la fin, ce soit clair pour vous, non seulement quel est le donut, quels sont ses principes, pourquoi est-ce que K-Trade est arrivé à cette conclusion et comment l'appliquer. Donc, moi, j'utilise une référence qui s'appelle donc K-Trade et ce livre qui est extraordinaire. Donc, moi, je vous conseille très vivement de le lire sur votre temps libre. Je pense que vous n'en avez pas beaucoup, mais je vais essayer de condenser un petit peu ça. Alors, elle repart en fait d'il y a 200 ans sur le système économique actuel, sur quoi il est bâti. Et si on part 200 ans auparavant, il y a plusieurs principes, dont 3 que j'ai identifiés qui sont très structurants. La première chose, c'est que les ressources naturelles sont considérées comme inépuisables et gratuites. Et ça, les économistes, il y a 200 ans, c'est le constat qu'ils font. Très bien. Le second constat, on essaie de modéliser un petit peu les agents économiques et on arrive à l'homo economicus. Ça vous parle un peu, l'homo economicus? Cet être rationnel, froid et calculateur? Ok, en fait, c'est vraiment ça. Ça va structurer aussi le débat sur comment on modélise l'économie. Et puis, il y a un autre truc, c'est que la science économique est très jalouse de la physique, des mathématiques, et se dit, ah, moi, je vais créer mes modèles aussi pour légitimer cette science économique. Et donc, je vais mathématiser l'économie. Et donc, on arrive avec l'un des plus grands exemples, l'équilibre par l'offre et la demande. En fait, tout ça, ça forme un ensemble d'idées qui va faire que l'idée principale, c'est que le marché s'autorégule. Je pense aussi que vous l'avez entendu. Et l'autorégulation, en fait, c'est aussi un moyen de réduire le rôle de l'État. Pourquoi? Pour imposer la loi du plus fort. Et ça se traduit de manière très très forte tout au long du 19e siècle. On va avancer un petit peu, et là on est il y a 100 ans. À votre avis, cette photo, elle a été prise où? Ouais, aux États-Unis, très bien. Donc, à quelle époque à peu près? Il y a un petit indice. Il y a 100 ans. Ouais, très bien. Donc effectivement, la Grande Dépression, avec des millions de personnes lancées sur les routes. Misère totale, et puis qui va se répercuter ensuite en Europe. Il va y avoir quelques conséquences. Alors, au même moment, arrive quelqu'un. Qui est cette personne? Cette personne, c'est Simon Kuznets. C'est un économiste américain. Et en fait, il est chargé d'une mission, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir un indice qui permette de suivre l'économie du pays. Essayer de monitorer l'économie pour voir un peu les signes de reprise. Et donc, il arrive avec cet indice, le PIB, qui n'existait pas tel que défini par Simon Kuznets. Et il arrive et il dit, bon, moi j'ai quelque chose, et qui sert très très bien pour monitorer en fait une reprise économique, mais qui a certaines limites. Donc si vous payez des gens pour creuser un trou et d'autres pour le reboucher, vous créez du PIB. Ok? Ça, tout le monde est d'accord avec ça? Cette petite fille aussi, vous la connaissez probablement, c'est la Disaster Girl, petite fille qui regarde, on ne sait pas trop quelle est son expression, mais là en fait ce qu'elle observe, c'est du PIB. C'est génial. Une maison qui brûle, super. Des pompiers qui interviennent, encore mieux. Si le quartier explose et rasé, c'est génial pour le PIB. OK? Ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. On a parlé de limite du PIB. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc ici, on a le PIB par habitant. Ouais, ici. Et puis ici, on a l'index de développement humain. C'est un indice composite qui est lié à l'espérance de vie, au taux d'éducation, etc. Et donc, on voit que plus le PIB augmente, plus l'index de développement humain augmente. Mais passé une certaine limite, en fait, le PIB n'a plus beaucoup d'incidence sur cet indice de développement humain. Et on va voir qu'on a une espèce d'horizontale où, en fait, ça plafonne complètement. Donc, chercher du PIB, à faire grandir le PIB,
en fait, n'a pas beaucoup d'intérêt pour les habitantes et les habitants. Alors, quand on parle de PIB, on parle très rapidement de décroissance. Là, ce n'est pas du tout le sujet avec Donut Economics. Je veux juste dire qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre par rapport à la décroissance. C'est que l'égalité de décroissance, si on fait décroître tout de manière uniforme, ça, c'est complètement inacceptable. Il y a des pays qui ont besoin de croître et il y a d'autres pays qui peuvent décroître. Il y a des secteurs qui doivent croître et d'autres secteurs qui doivent décroître. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Donc là, c'est plutôt un principe d'équité. Et là, la décroissance peut devenir juste. Alors, il y a énormément de chemin à faire avant que ce soit complètement accepté, mais néanmoins, c'est ce principe-là, égalité versus équité. Alors, il y a 50 ans, on a les limites à la croissance, donc le rapport Meadows qui est publié. C'est une modélisation en fait du système Terre avec la production industrielle, avec la production agricole, la population qui croît, l'utilisation des ressources. Et ils arrivent avec ce livre à plusieurs scénarios. Et dans tous les scénarios sauf un, la population décroît de manière significative à partir de 2050. Pourquoi? Parce que les pollutions sont là. Et donc, quand on parle de pollution, on parle de CO2, mais on parle aussi de la pollution de l'eau, etc. Il y a 15 ans, on a le Stockholm Resilience Center, donc, qui modélise les limites planétaires. Ça vous parle, les limites planétaires? Vous pouvez m'en citer 2, 3? Ouais, très bien, très bien. Pollution, ouais, absolument. Ouais, super. Magnifique. Bon, je vois que nous avons que des expertes et des experts ici. Bravo. Donc ça, c'est il y a 15 ans à peu près. Ce qu'on voit aussi, et alors ça, je pense qu'Arthur Keller vous l'a fait en long et en large, c'est que ces frontières planétaires, elles ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres. Elles sont interconnectées. Okay, interconnectées de manière très complexe. Donc on ne peut pas se dire, on résout le changement climatique d'abord, et puis on s'intéresse à la biodiversité ensuite, et puis ensuite le cycle de l'eau.